Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Moi, c'est Karine, coach en expatriation, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps dans vos messages. Quel type de visa choisir ? Le visa digital nomade, le visa travail, le visa retraite, lequel est fait pour vous ? Et surtout, comment ne pas vous tromper dès le départ, parce que oui, le visa est souvent la clé qui ouvre et qui bloque la porte de votre projet. C'est vraiment la base de votre expatriation. Dans cet épisode, de quoi on va parler ? Eh bien, tout d'abord, des grands types de visas qui existent. On va pas tous les évoquer, mais on va parler des visas principaux qui reviennent le plus souvent. On va voir également à quel profil correspond chaque visa. Par ailleurs, on va parler aussi des critères qu'il faut prendre en compte absolument pour faire le bon choix de visa en fonction de votre situation. Et enfin, je vous donnerai mes conseils pour éviter les pièges les plus fréquents en matière de choix de visa. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai aussi une astuce pour savoir rapidement si un pays est vraiment accessible pour vous en fonction de votre situation personnelle et pas de celle du voisin. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que le visa est la clé de votre projet ? Eh bien, tout simplement parce que sans visa, vous n'avez pas de vie légale sur place. On y pense rarement, mais en tant que Français ou en tant qu'Européens, on a de nombreux pays qui nous sont accessibles sans visa. Le fait est que malgré tout, quand on débarque dans un pays sans visa avec son passeport, on nous met un petit tampon sur le passeport qui fait office de visa et qui dépasse généralement pas les 90 jours. Donc ça reste quand même un visa qui ne dit pas son nom. C'est vraiment la première étape à valider. Donc sachez que si vous voulez partir dans un pays, vous installer et non pas en mode touriste, là vous aurez besoin d'un vrai visa qui est comme ce visa touriste, mais qui vous donne droit à d'autres types de choses, telles que rester sur place plus longtemps, travailler, ouvrir éventuellement un business. Bref, en fonction de votre situation, vous l'aurez compris, vous devrez faire la demande du visa correspondant. Beaucoup de gens rêvent vraiment d'un pays, mais ils découvrent après coup qu'ils ne remplissent absolument pas les conditions pour ce pays. Je peux vous parler de mon exemple personnel. Au début, avant de s'expatrier à Maurice, on visait plutôt la Thaïlande. Le problème, c'est que pendant le Covid, la Thaïlande avait supprimé son visa digital nomade. Et donc, c'était vraiment le visa que l'on visait personnellement, puisque c'est celui qui correspondait à notre cas. Or, sans ce visa digital nomade, eh bien, il n'y avait pas d'autres visas qui pouvaient correspondre à notre situation et que l'on pouvait acquérir. On a donc dû changer notre fusil d'épaule et changer de destination, et c'est comme ça qu'on a fini par atterrir à Maurice. Depuis, ce visa digital nomade a été remis en Thaïlande l'été dernier, donc les digital nomades sont à nouveau bienvenus en Thaïlande. Donc vous voyez que chaque visa donne vraiment des droits divers et variés, travailler, étudier, résider et j'en passe, mais vous avez aussi des devoirs. Ils sont à durée limitée, il faut les renouveler, il va falloir certainement des justificatifs financiers en fonction de votre pays de destination, de votre situation et du visa que vous aurez choisi. Exemple type, vous pouvez tout à fait être digital nomade, mais certains pays vont exiger un revenu minimum mensuel en tant que digital nomade. C'est le cas par exemple de Maurice. Ils vont vous demander également une assurance santé pour être sûr que vous pourrez subvenir à vos besoins en termes de santé. C'est aussi le cas du visa digital nomade de Maurice. Et parfois même, ils vont vous demander une preuve de contrat avec des clients étrangers. Parce que, attention, bien souvent, le visa digital nomade, petite parenthèse, ne vous donne pas le droit de travailler avec des locaux, mais uniquement avec des clients étrangers, mais on va revenir sur ce sujet. Donc, conclusion de cette partie, c'est que avant de rêver à la plage ou au gratte-ciel, en fonction du type de destination que vous visez, commencez par voir ce que la loi vous autorise à faire dans votre destination rêvée. Maintenant, abordons le nerf de la guerre, celui que vous attendez tous, à savoir les grands types de visas. On va avoir pour commencer le visa travail, le visa pour salarié, qui est le visa classique quand on n'a pas d'activité en indépendant, qu'on n'est pas digital nomade, qu'on n'est pas retraité ou qu'on ne part pas comme étudiant, donc quand on est dans la vie active tout simplement. Ça va être destiné bien évidemment à ceux qui ont un contrat de travail local pas en France, local dans votre pays d'expatriation, ou éventuellement qui ont une entreprise qui peut les sponsoriser. Si on parle des États-Unis, vous devez savoir que les États-Unis, l'Australie également fonctionnent beaucoup comme ça. Avant de trouver un job là-bas,
et de pouvoir vous y installer en tant que salarié, il va vous falloir une entreprise qui va vous sponsoriser le visa de travail. Sans ça, vous avez très peu de chances d'avoir le droit de travailler et de pouvoir rester sur le sol américain. Donc ça, c'est un visa qui est vraiment idéal pour les salariés qui sont envoyés en mobilité par exemple, auquel cas bien souvent c'est l'entreprise qui envoie en mobilité, donc l'entreprise française qui va s'occuper de toutes les démarches, mais c'est idéal également pour ceux qui trouvent un job sur place avant de partir, dans une entreprise qui n'a absolument rien à voir avec votre pays d'origine et qui est une entreprise locale et qui elle va sponsoriser votre visa. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque je suis partie vivre à Pékin. Certes, j'arrivais d'une branche européenne de l'entreprise pour laquelle j'allais travailler à Pékin, mais malgré tout, c'était deux entités complètement séparées. Donc il a d'abord fallu que je démissionne de mon entreprise européenne, du moins de la branche européenne, que j'obtienne un permis de travail pour la Chine dans l'entreprise qui était basée à Pékin et que eux fassent la demande de visa de travail pour moi qui à l'époque était de 3 ans. Alors je ne suis pas restée 3 ans, mais j'avais le droit d'y rester 3 ans et d'y travailler pendant 3 ans. Et évidemment, si je souhaitais rester plus, c'était tout à fait renouvelable tant que l'entreprise est d'accord et qu'il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Donc les conditions qui vont être fréquemment demandées pour obtenir ce genre de visa salarié ou visa de travail, eh bien ça va être un contrat signé plus un employeur qui fait la demande du visa pour vous, c'est ce que je viens d'évoquer. Parfois, il va falloir tester le marché local, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir prouver qu'elle n'a pas trouvé de candidat local. C'est particulièrement le cas des États-Unis. Pour pouvoir embaucher un étranger, un expatrié, certaines entreprises, les entreprises sont soumises à l'obligation de prouver que aucun Américain, donc aucune personne de nationalité américaine, états-unienne, ne peut effectuer le travail du poste que vous convoitez et pour lequel elle veut vous recruter. Sinon, la priorité en fait va à la personne d'origine américaine. C'est une sorte de préférence nationale qui ne dit pas son nom, mais qui en est une et qui protège quelque part les employés potentiels américains. Ensuite, on a comme type de visa assez courant le visa investisseur ou visa entrepreneur. C'est la même chose, c'est juste des noms différents que vous pourrez voir passer pour ce même visa. Alors, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Eh bien, il va majoritairement s'adresser à ceux qui créent, vous l'aurez deviné, une entreprise ou bien même qui investissent une somme relativement importante dans leur pays de destination. Pour qui est-ce qui va être idéal ? Eh bien, évidemment pour les entrepreneurs, voire les gros entrepreneurs, ainsi que pour ceux qui veulent absolument ouvrir un commerce local, un commerce, une activité, un service, enfin vous l'aurez compris, qui veulent s'implanter commercialement dans leur pays d'expatriation. Les conditions les plus fréquentes pour accéder à ce visa investisseur-entrepreneur, eh bien ça va être un montant d'investissement minimum. Vous n'aurez pas, par exemple, au Portugal, si je prends cet exemple-là, un investissement immobilier qui peut vous donner droit à ce qu'on appelle le Golden Visa. Il va falloir dépenser une somme minimale pour cet investissement immobilier. À Maurice, le cas existe également. Alors ce n'est pas pour le visa investisseur-entrepreneur, mais c'est pour obtenir le permis de résidence permanent ou qui dure au moins 10 ans. Vous pouvez tout à fait acheter un bien immobilier qui coûte, je ne sais pas, 100 000 € par exemple, mais ça ne vous donnera pas droit à ce fameux permis de résident. En revanche, il faut que vous puissiez dépenser 375 000 $ pour acheter un bien immobilier pour obtenir ce permis de résidence permanent. Donc vous voyez que vous pouvez tout à fait investir certaines sommes, mais certains plafonds ne vous permettront pas d'obtenir le visa investisseur ou le visa entrepreneur ou un autre type de visa en l'occurrence. Donc, attention au montant d'investissement minimum qui est bien requis pour obtenir ce visa. Pensez bien qu'il y a un minimum à respecter.
Et également, ce qu'on va pouvoir vous demander, c'est le cas par exemple en Thaïlande, c'est que si vous créez un commerce, enfin une activité qui va donc générer des profits, on va vous demander que vous créiez des emplois locaux. Donc, je traduis que vous embauchiez des locaux. Concrètement, ils veulent que si jamais vous investissez, que vous créez une entreprise dans votre pays d'expatriation, le pays demande à ce que vous puissiez embaucher de la main-d'œuvre locale et ainsi créer des emplois. Maintenant, passons à notre troisième type de visa. Donc, je vous en ai déjà parlé, le fameux visa digital nomade. Celui-ci est très convoité, notamment par la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, c'est un visa qui est relativement nouveau dans l'histoire des visas et qui est destiné majoritairement à ceux qui travaillent en ligne pour des clients à l'étranger. C'est ce que je vous disais juste avant. Il est idéal, évidemment, pour tous ceux qui sont freelance, qui sont en télétravail, qui sont entrepreneurs en ligne, enfin bref, qui travaillent devant leur ordinateur, en gros, qui peuvent travailler depuis n'importe où, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour n'importe qui dans le monde, donc qui vous offre en fait une liberté incroyable dans votre vie. Les conditions qui vont être le plus demandées pour pouvoir obtenir ce genre de visa sont généralement des conditions relativement sympas, relativement faciles à réunir. On en a déjà parlé, vous allez devoir dans certains cas justifier d'un revenu mensuel en moyenne entre 1500 et 3000 euros par mois selon les pays. À Maurice, ils demandent à peu près 1700 euros par mois par personne. Également, on va vous demander dans certains cas une assurance santé internationale, donc ça c'est rien de très compliqué, vous regardez sur internet, comme quand vous cherchez une mutuelle en France, eh bien c'est pareil, vous cherchez assurance santé internationale et vous regardez, vous comparez, éventuellement faites appel à un courtier en assurance santé, ce sera beaucoup plus simple, c'est ce qu'on a fait nous, comme ça vous avez quelqu'un, vous avez un interlocuteur français qui peut au moins vous aiguiller sur plusieurs types d'assurance santé et vous expliquer un petit peu mieux la couverture proposée. Également, on va vous demander d'avoir une activité qui n'impacte pas l'économie locale. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que si vous arrivez dans un pays en tant que digital nomade, bien souvent vous n'aurez pas le droit de travailler avec des locaux. Alors attention, travailler avec un local, ça veut dire ne pas recevoir de revenus issus du territoire. Mais c'est une zone un petit peu floue. Lorsque j'étais à Maurice par exemple et que je travaillais donc comme digital nomade, mes revenus de toute façon depuis des années proviennent de sociétés étrangères qui ne sont même pas basées en France, donc de toute façon je n'avais pas ce souci de me demander est-ce que je vais rentrer dans les clous. Mais en fait, il faut prendre conscience que le visa digital nomade, ce n'est pas un visa qui vous fait créer une entreprise nécessairement dans votre pays d'expatriation. À partir du moment où votre entreprise, par exemple votre auto-entreprise, ce sera le cas de beaucoup d'entre vous, je suppose, qui sont auto-entrepreneurs et qui le resteront encore un temps, et bien dans ce cas-là, votre entreprise est domiciliée en France. Donc à partir du moment où votre entreprise est domiciliée en France, vous avez tout à fait la possibilité de percevoir des revenus de n'importe quel pays, y compris du pays dans lequel vous êtes expatrié, puisque ce n'est pas une entreprise thaïlandaise, par exemple, si vous êtes installé en Thaïlande, dans laquelle vous recevez des revenus d'origine thaï. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez percevoir des revenus thaïlandais avec votre auto-entreprise puisqu'ils seront générés en France en fait. Ils seront versés dans votre entreprise française. Donc c'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas que ça impacte l'économie locale. C'est vraiment si vous avez une entreprise en tant que digital nomade dans votre pays d'expatriation, eh bien il ne faut pas que cette entreprise fasse de la concurrence en fait aux services locaux qui existent déjà. Ça c'est la grosse différence avec le visa entrepreneur, visa investisseur qui lui vous permet de créer une compagnie, une entreprise dans votre pays d'expatriation et bien sûr d'y travailler, de générer des revenus locaux avec des locaux, de travailler avec le marché local sans problème. C'est, on va dire, la grande différence avec le visa digital nomade. Voilà, par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'Espagne, où le visa nomade numérique dure 1 an, mais de manière renouvelable. C'était le cas aussi du visa digital nomade à Maurice, qui s'appelle le visa premium. Alors, le visa ne porte pas toujours le même nom en fonction du pays.
En Thaïlande, il existe donc ce visa spécial Long Term Resident, donc résident longue durée pour les travailleurs à distance qui ont un revenu annuel élevé. Donc vous allez voir qu'il y a différents paliers de revenus qui peuvent vous être demandés en fonction du visa que vous souhaitez obtenir. Maintenant, passons à notre 4e type de visa, le visa retraite ou visa long séjour non lucratif, dans le sens où vous n'allez pas générer des revenus, ils vont tomber du ciel entre guillemets. Si vous êtes retraité, forcément, vous les percevez sans travailler, vous avez déjà suffisamment de données pour les obtenir. Donc c'est vraiment dédié à ceux qui ne travaillent pas et qui ont des revenus passifs, ça peut être des rentes immobilières par exemple, ou qui ont une pension. Donc c'est vraiment idéal pour les retraités bien évidemment, et les personnes qui sont financièrement indépendantes. Et pour ça, il n'y a pas tellement de limite d'âge. Ça peut être tout à fait moi, 40 ans, qui suis complètement rentière de mes investissements immobiliers ou de placements financiers que j'ai fait, qui gagne 5 000 € par mois grâce à tous ces placements et qui n'a pas besoin de travailler pour pouvoir vivre. Ça peut tout à fait être ce cas de figure également. Là, vous allez par contre effectivement devoir justifier d'un revenu stable ou d'une pension stable, donc de justifier de revenus mensuels tout basiquement, pour être sûr que vous pouvez vivre dans le pays sans être un fardeau pour le gouvernement ou pour l'économie du pays. On va vous demander également, alors ça c'est imparable, surtout si c'est pour un visa retraite, une assurance santé locale ou internationale. Plus vous allez vieillir, plus on va vous demander ce genre de garantie parce que voilà, malheureusement la vie est ainsi faite que plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir des maladies ou des problèmes de santé, et donc les États ne veulent pas payer pour ça, ce qui est parfaitement entendable. Et enfin, on va aborder le sujet des visas spécifiques. Alors, il en existe toute une flopée. Il y a les visas étudiants, les visas pour le volontariat, le fameux Working Holiday Visa. Ça, ce sont des visas qui sont beaucoup moins permanents, qui vont généralement durer le temps, par exemple, d'une année scolaire, le temps d'une mission, le temps qui est dédié à ce visa. Je pense notamment au PVT, donc le Working Holiday Visa, qui lui est de 1 an, quoi qu'il arrive, mais qui peut être renouvelé une fois dans certains pays. Donc ça, c'est vraiment en fonction du type de visa que vous allez chercher à obtenir en fonction de votre objectif. Donc ils sont moins permanents, mais ils sont extrêmement utiles et extrêmement intéressants pour démarrer votre vie à l'étranger. Ça peut être démarrer votre vie, c'est-à-dire que vous partez pour des études en vue de rester dans le pays dans lequel vous allez étudier, mais vous pouvez aussi partir pour des études, un volontariat, un PVT ou n'importe quoi d'autre, prendre un petit peu la température, tâter le terrain, voir si ça vous plaît, rentrer chez vous, donc en France ou dans votre pays d'origine, et ensuite repartir éventuellement si ça vous a plu et que vous avez envie vraiment de faire ce qu'il faut pour vous installer. Or là, il faudra faire appel à un visa qui est plus pérenne, plus longue durée, disons, et à ce moment-là, il faudra voir lequel vous correspond le mieux. Donc, voir la liste que l'on vient d'évoquer juste avant. Par exemple, dans ces visas-là, donc comme je vous le disais, on peut avoir le visa étudiant qui peut être une possibilité de reconversion en visa travail après les études. Ça se fait beaucoup, par exemple, aux États-Unis, pour en reparler encore. Vous avez le visa donc PVT, comme je vous disais, le Working Holiday, qui est idéal pour tester donc la vraie vie, pas une vie de vacancier, mais la vraie vie dans un pays. Sachez que la France a passé des accords bilatéraux avec énormément de pays dans le monde où vous pouvez aller expérimenter la vie dans des pays qu'on n'imagine pas forcément. Vous avez l'Argentine, Australie, Canada, vous avez aussi le Japon, la Nouvelle-Zélande, il existe de nombreux pays, donc renseignez-vous, c'est très facile, vous cherchez PVT ou Working Holiday Visa sur Google et vous allez trouver la liste des pays qui ont un accord avec la France et qui permettent d'effectuer ce visa et dans quelles conditions, et comme ça vous verrez dans quel pays vous pouvez partir. Attention, ce genre de visa s'arrête généralement à 31 ans, c'est vraiment pour les 18 à 31 ans, sauf pour le Canada et potentiellement l'Australie, en tout cas qui en parlait de modifier le plafond d'âge, qui l'ont augmenté jusqu'à 35 ans.
Donc voilà les quelques visas spécifiques qui sortent un petit peu du lot en fonction de votre situation et qui peuvent vous permettre de démarrer tranquillement votre expatriation et qui s'adressent donc plus souvent à un public jeune qui ne sait pas encore forcément où il veut vraiment s'installer, où il veut aller, mais qui a envie d'expérimenter, de mettre un pied dans un pays et de voir ce qu'est la vie à l'étranger comme une première expérience en fait, avant vraiment de se lancer dans le bain et de manière plus définitive. Alors maintenant, on va voir comment choisir le bon visa. Et oui, la question qui rend un petit peu fou. Eh bien, voici 5 questions que vous pouvez par exemple vous poser pour déterminer le visa qui va vous convenir. La première, pourquoi est-ce que vous voulez partir? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour passer votre retraite tranquille? Est-ce que c'est pour changer de vie sans activité professionnelle? Est-ce que c'est pour des questions de sécurité, de scolarité de vos enfants, enfin bref, déterminez bien la raison pour laquelle vous voulez partir. Ensuite, deuxième question, quel est votre statut actuel? Est-ce que vous êtes salarié, freelance? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes éventuellement retraité? Est-ce que vous voulez conserver ce statut une fois expatrié ou est-ce que vous voulez en changer? Ça va aussi vous aider à déterminer le type de visa que vous allez pouvoir demander. Troisième question à vous poser, quels sont vos revenus? Certains visas ont un minimum obligatoire, on l'a déjà vu. Ce n'est pas parce que vous avez des revenus ou non que ces visas-là vous seront inaccessibles. Vous pouvez avoir de l'argent de côté, c'est parfaitement ok. Je sais que par exemple à Maurice, le visa investisseur est de 50 000 €. Il suffit, entre guillemets, il suffit d'avoir 50 000 €, de les déposer sur un compte à Maurice et d'obtenir votre visa investisseur. Et ça peut n'avoir rien à voir à faire avec vos revenus. Ça peut être de l'argent que vous avez de côté. Quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est pour combien de temps est-ce que vous voulez partir? Combien de temps vous voulez rester dans votre pays d'expatriation? Est-ce que vous visez plutôt du court terme? Alors quand je dis court terme, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, donc pas forcément le temps nécessaire à construire vraiment une vie. Ou est-ce que vous voulez vous installer de manière durable? Auquel cas, on parlera peut-être plus même d'immigration, c'est-à-dire que vous n'envisagez même pas de revenir dans votre pays d'origine, c'est la différence entre expatriation et immigration, bien souvent pour ceux qui se posent la question. Et ça va bien sûr déterminer aussi le type de visa que vous allez pouvoir demander, parce que si vous partez pour du court terme, ne vous engagez pas sur un visa investisseur, n'investissez pas des grosses sommes, bien que vous pourriez aussi avoir envie de développer une entreprise, un commerce, un service localement pendant 1 ou 2 ans, parce que vous savez que ça va être très rentable et puis vous faire de l'argent avant de repartir. C'est tout à fait une possibilité. Vous savez, je le dis souvent, tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable du moment qu'on s'en donne les moyens. Et enfin, la 5e question que je vous recommande de vous poser, c'est veux-tu travailler localement ou est-ce que vous voulez travailler à distance? Et ça, clairement, ça va définir s'il vous faut plutôt un visa type digital nomade ou visa investisseur ou salarié, enfin en fonction de si vous voulez créer une entreprise ou être salarié. Et donc, si vous voulez travailler effectivement localement, vous aurez clairement besoin d'un visa qui vous l'autorise, puisque un visa digital nomade, comme je vous l'ai dit juste avant par exemple, ne vous permet pas de travailler dans une entreprise locale. Il vous permet de rester sur le territoire, de travailler depuis chez vous avec des clients étrangers. Ou locaux qui payent à votre entreprise restée en France, mais pas de travailler en entreprise. Si vous voulez basculer d'un visa digital nomade à un poste de salarié, il faudra transformer votre visa en un visa de travail, un visa salarié, qui devra alors être sponsorisé par l'entreprise bien souvent. Enfin, vous voyez, toutes les possibilités existent. C'est pas parce que vous partez sur un visa que vous ne pouvez pas le modifier en cours de route, changer votre fusil d'épaule, repenser votre situation. Voilà, au fur et à mesure que votre vie évolue et que vos envies évoluent et que les opportunités se présentent éventuellement à vous, vous pouvez tout à fait adapter ou réadapter et réévaluer votre situation et faire en fonction du moment.
Donc les erreurs qu'il faut absolument éviter quand on parle de visa pour s'expatrier, eh bien tout d'abord, c'est celle de ne pas vérifier les délais. Je m'explique, certains visas vont prendre plusieurs mois à être validés. Ça va être notamment les visas travailleurs, les visas investisseurs, les visas salariés. Ça, c'est tous les visas les plus complexes à obtenir parce que vous allez quand même rentrer sur le marché économique local et les pays sont quand même très précautionneux par rapport au fait de faire venir des étrangers. C'est pas comme ici, hein, où il y a beaucoup de facilité. Voilà, il y a cette préférence nationale et donc ils font très attention. Ils ne délivrent pas n'importe quel visa à n'importe qui. Donc pensez à vous prendre suffisamment à l'avance pour obtenir le visa que vous souhaitez et que vous convoitez. Également, une autre erreur à éviter, c'est de penser que l'on peut tester entre guillemets en touriste, donc tester la vie sur place avec un visa touriste et convertir facilement votre visa touristique en un autre type de visa. Alors, il faut savoir sur ce thème que beaucoup de pays interdisent de changer de visa une fois sur place, majoritairement les visas touristiques en un visa de travail par exemple. Ceci étant dit, je viens de vous en parler, il est tout à fait possible, en fonction de votre situation, de ce que vous pourriez trouver sur place par exemple comme poste salarié, de transformer un visa quel qu'il soit, entre guillemets, en un autre type de visa du moment que vous montrez patte blanche et que vous avez, qu'il n'y a pas de difficulté dans votre situation pour effectuer cette opération-là. Sachez cependant que parfois, on vous demandera de ressortir du territoire pour refaire tamponner votre passeport avec le bon visa. Ce sont des choses qui peuvent éventuellement vous être demandées, donc c'est une formalité plus qu'autre chose. Mais voilà, sachez que ce n'est pas du tout impossible de transformer votre visa. Attention, je le répète, au visa touriste, surtout dans certains pays comme, encore une fois, les États-Unis ou même l'Australie, qui connaissent très bien le truc. Il y a plein de gens qui viennent en mode touriste parce que c'est très compliqué d'obtenir un autre type de visa dans ces pays-là et ils font attention à qui demande un visa touriste, surtout si c'est quelqu'un qui est légèrement fiché. Et qui potentiellement pourrait travailler au black sous visa touristique ou qui envisagerait de faire une demande sur place d'un autre type de visa parce que parfois il peut être beaucoup plus facile de demander un type de visa tel qu'un visa de travail une fois sur place plutôt que de le faire à distance. Et le visa touriste constitue une espèce de petite faille, une espèce de petite porte d'entrée sur le territoire qui permet ensuite éventuellement de transformer l'essai si on parle en termes de rugby. Également, une autre erreur que vous devez absolument éviter, c'est ignorer les conditions de renouvellement. Je vous l'ai dit, tous ces visas-là, sauf quelques exceptions, ne sont pas à vie. Certains visas nomades par exemple, ou retraite, vont devoir être renouvelés chaque année, ou tous les 2-3 ans ou 5 ans des fois, avec de nouvelles preuves de revenus. Parce que oui, votre situation personnelle peut changer. Alors pour un retraité peut-être moins que pour quelqu'un qui est dans le monde du travail. Mais voilà, sachez que la plupart des visas ne sont pas des visas à vie et qu'il va falloir penser à les renouveler. Et je dis souvent que les plus vicieux, ce sont ceux qui sont les plus longue durée parce que un visa par exemple de 10 ans, le visa investisseur de Maurice, par exemple, est un visa de 10 ans, eh bien, on a tendance un petit peu à oublier finalement qu'on est sous visa et que au bout de 10 ans, il va falloir le renouveler. Quand ce sont des visas de 1 ou 2 ans, on est un petit peu plus alerte, un petit peu plus sur le qui-vive, on a un petit peu plus conscience que le temps nous est compté, alors que quand on obtient un visa qui dure une dizaine d'années, on se sent beaucoup plus tranquille, on se dit 10 ans, c'est loin, et au bout de 10 ans, eh bien, on a plus de chances d'avoir oublié qu'il va falloir renouveler le visa et de s'y prendre suffisamment tôt pour effectuer ce renouvellement. Donc attention à ce genre de petites choses qui peuvent être un petit peu sournoises, qui sont pas volontairement faites comme ça, mais que vous pouvez facilement oublier. Et enfin, une dernière erreur que je vous recommande fortement d'éviter, c'est vraiment croire tout ce qui est dit sur les forums, les groupes Facebook et tous les blogs, enfin
en gros, croire ce que tout le monde dit. Il y a vraiment à boire et à manger dans ce que tout le monde raconte. Je vous encourage toujours à aller chercher, des infos partout, à prendre des infos, et des retours d'expérience personnelle, des uns et des autres. Mais attention malgré tout, à ne pas tout croire sur parole. Apprenez à faire le tri et ne prenez pas tout pour argent comptant. Parfois également, certaines infos datent d'il y a plusieurs années ou ne s'appliquent pas nécessairement à votre cas, à vous. Donc, il faut être très précautionneux quand vous allez chercher des infos qui viennent de Monsieur Tout-le-Monde. Renseignez-vous d'abord sur les sites officiels et ensuite éventuellement allez chercher des infos qui sont des retours d'expérience personnelle sur votre cas particulier. Mais voilà, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Honnêtement, si j'avais dû m'en tenir à tout ce que j'ai lu sur Maurice avant de m'expatrier, probablement que je n'y serais jamais allée parce que ce que l'on trouve sur les réseaux, par exemple, ou sur Facebook, sur de nombreux groupes Facebook de Maurice, c'est plutôt des Mauriciens qui vous disent restez chez vous, ne venez pas chez nous. Donc si on s'en tient à ça, évidemment, ça donne pas envie d'y aller. Et pourtant, une fois qu'on est sur place, on ne ressent pas de racisme ou d'antagonisme particulier envers les étrangers qui sont venus s'installer. Donc voilà, ça c'est une poignée de gens et vous le savez, c'est comme quand on laisse des avis par rapport à un service dont on a bénéficié ou qu'on a payé, c'est bien souvent les avis négatifs qui ressortent le plus et sur lesquels on s'attarde le plus. Vous savez comment fonctionne le cerveau humain et malheureusement ça peut nous desservir. Donc, en conclusion de cet épisode, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que le visa n'est pas juste une formalité administrative, c'est vraiment la fondation de votre expatriation, c'est ça qui va tout déterminer. Il peut vous faciliter la vie, grandement, ou alors, si vous êtes complètement hors des clous, vous la compliquez énormément si vous faites le mauvais choix. Donc, c'est pour ça, faites bien attention au visa que vous allez demander, que vous allez obtenir en fonction de ce que vous comptez en faire. La bonne nouvelle, ceci dit, c'est qu'il existe presque toujours une solution. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez transformer votre visa dans certains cas, dans certains pays, mais il faut qu'elle soit bien sûr adaptée à votre profil et pas à celui du voisin. Donc si vous voulez être sûr de choisir le visa qui correspond à votre situation, dans le programme Easy Expat, on a un module complet sur les visas et les statuts possibles qui est extrêmement riche et vraiment très détaillé. Et dans le coaching premium, on analyse ensemble vos options pour éviter les erreurs qui peuvent vous coûter cher en termes d'argent, mais aussi en termes de temps et mentalement, psychologiquement. Donc tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous, laissez un avis pour soutenir le podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur l'expatriation sans filtre.